Désolée, mais bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans la continuité de notre cycle de webinaire, donc on entame aujourd'hui à partir de la Tunisie le deuxième cycle sur l'handicap et RSE. Ce premier webinaire de ce cycle sera sur le handicap au sein d'une démarche de RSE. Je suis Hindait Mohamed, chargée de l'aspect logistique. Et permettez-moi tout d'abord de vous rappeler quelques aspects techniques pour une bonne visualisation. Donc, n'hésitez pas à se présenter, à se renommer au niveau de la partie participant mettant votre nom, organisation, donc si possible. Par la suite, nous vous prions de garder votre micro et votre caméra désactivés, essentiellement pour garantir une stabilité d'Internet et essentiellement concernant les micros pour éviter les nuisances sonores. Et bien sûr, au fur et à mesure, n'hésitez pas à partager vos commentaires, donc vos questions dans la partie chat, ou bien converser, ou bien discuter, ça dépend de votre matériel. Par la suite, à la fin, Monsieur le modérateur va restituer l'ensemble des questions et ouvrir le débat. Alors, sans tarder, ce webinaire, elle est réalisé en collaboration avec l'association CDSMIR. Donc, je passe la parole à Monsieur Fedi, donc le président de l'association, pour présenter brièvement le projet. Monsieur Fedi, à vous la parole. Bonjour, vous êtes les bienvenus. Moi, je m'appelle Fedi Frahi, le président de l'association de citoyenneté et développement et culture et migration de Rive, qui a été créée en 2017 par le militant Monsieur Tarek Ben Hiba, ainsi que ce projet-là a été en deuxième phase. Qui existe et vise les gens qui ont des handicaps. Vous êtes les bienvenus et je suis très content d'accepter notre invitation de participer de ce webinaire et merci beaucoup. Et je passe le parole à Monsieur Lotfi. Merci. Bonjour à tout le monde. Lotfi Ben Aïssa, je suis chargé de la modération de ce panel. Je vous le rappelle, donc nous avons programmé successivement trois interventions. La première, c'est Monsieur Youssi Mzati, président de l'Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées, qui va nous faire une présentation générale. Je précise au passage que les intervenants ont 10 minutes, c'est un temps de rigueur, de manière à permettre aux personnes qui suivent ce panel de poser les questions et de recevoir les réponses de la part des panélistes. Une deuxième intervention de Mme Zeyn Ben Kadra, donc consultante en durabilité, ESG, qui va nous parler de la place du handicap dans les différents référentiels de RSE. Et nous clôturons ce panel par une intervention de Mme Ebtissem Awadi, qui est consultante en RSE et développement durable et qui est membre du bureau exécutif de Connect de Bizerte, donc en Tunisie. La thématique générale, vous la connaissez à titre de rappel, le nombre grandissant des porteurs d'handicap à l'échelle mondiale ne cesse de s'affirmer. 16% aujourd'hui de la population
mondiale, surtout dans les pays en développement, donc souffrent de différents handicaps euh, qui sont générés notamment par des problèmes d'éducation, de santé, de l'accès insuffisant donc, aux services sociaux de base, des conditions dangereuses qui sont la conséquence de la pollution, mais également du non-accès donc à l'eau potable, aux services d'assainissement. Toutes ces causes font que aujourd'hui, à l'échelle internationale, la communauté internationale est mobilisée autour des objectifs de développement durable euh, et, euh, et, aussi bien les pouvoirs publics que les entreprises, que les acteurs de la société civile, donc, sont attendus euh, pour créer toutes sortes de synergies afin de limiter autant que possible donc, les conséquences de l'handicap. Donc, le cadre général de ce panel, c'est de renforcer donc, les synergies entre les acteurs publics, les entreprises et les organisations de la société civile. Et les principaux bénéficiaires, ce sont les personnes donc, qui nous suivent directement. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à M. Yousri Nzati, qui donc va nous faire l'état des lieux donc, de l'handicap par rapport donc, à l'engagement des entreprises en matière de RSE. À vous, M. Yousri. Merci, Monsieur Lotfi. Bonjour à tous et à tous. Youssef Mzeti, président de l'Organisation tunisienne de droits des personnes handicapées. Notre organisation, c'est une organisation qui leurs objectifs, surtout sur l'inclusion de tous les types d'handicap avec l'État, avec la participation politique et la participation publique. Surtout, maintenant, on savait que le pourcentage et le nombre de personnes handicapées s'était augmenté. Maintenant, presque 4,7 de population tunisienne avec les cartes handicap, 438 000 personnes handicapées avec les cartes et on peut parler de 15,6% d'handicap après le pourcentage de l'OMS de Tunisie. Et pour cela, le concept de l'handicap, c'est très important dans la vie et surtout dans le pays tunisien. شكرا يعطيكم الصحة. peut-être إن شاء الله باش نحكي لكم على أهم ما جاء في التشريعات. On va parler surtout parmi les articles et l'électoral qui sont très importants sur l'emploi et sur l'accès à l'emploi et la protection pour les personnes handicapées dans l'emploi. أول ما باش نحكي سورتو سور الفصل 54 من دستور تونس 25 جويلية 2022 اللي هو يعطي حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتخذ جميع التدابير الضرورية لتحقيق ذلك. معناها الفصل هذا هام جدا. الحاجة الباهية فيه أنه ما يمسش المواطن التونسي برك كما كان الفصل سنة 2014 يقول لك تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز ولكل مواطن ذي إعاقة. معناها يدفعوا معناها كان المواطنين ذوي الإعاقة في تونس برك هذا لا هذا حتى أي شخص ذوي إعاقة يجي خارج تونس لازم ينتفع بحقوق أي شخص ذوي إعاقة في تونس. اوكي فهذا اللي نحب نقوله. الفصل هذا اعطانا خاصة كدستور تونس أهمية ما جاء أيضا في الاتفاقية الدولية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللي ممضي عليها تونس في سنة 2008 وتركزت
التقرير الأممي لسنة 2023 كانت الدولة التونسية. ونحن اليوم في بروجي هانديكاب أكثر حاجة تهمنا هي المادة 27 اللي تحكي عن العمل والعاملة، اللي هي تعطي حق ذوي الإعاقة في التشغيل وتعطيهم حقهم باش يكونوا موجودين من خلال وجودهم داخل المؤسسات العمومية أو الخاصة أو فتح المشاريع. كمان C'est pas vous pouvez continuer s'il vous plaît. سي بون الصوت قاعد يوصل. C'est bon, si continuez s'il vous plaît. اوكي باهي. الوقت بالنسبة للمادة 27 أيضا ثم عندنا القانون الشغل عدد 41 اللي فيه الباب السابع، خاصة اللي يحكي على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات العمومية والخاصة في تطبيق 2%، وإلزامية أي مؤجر بتطبيق هذا القانون. هذا جاء في سنة 2016 تم تنقيحه. أيضا أعطى خاصة امتيازات أيضا جبائية للأشخاص للمؤجرين من أجل إدماج هذه الفئة، أو يتم إذا لم يتم التطبيق تكون هناك عقوبات مادية للمؤسسة. أيضا نجم نحكي أيضا على خاصة الأمر عدد 542 لسنة 2019 اللي أعطى امتياز لأي مؤسسة تنتدب شخص ذوي الإعاقة سواء بعقد الكرامة أو بالسي في بي يكون عندها شخص ذوي الإعاقة هذاك يكون عنده امتياز زايد معناها ب50 دينار إضافية على أي شخص من غير ذوي الإعاقة كي تم انتدابه. أيضا نجم نحكيه على إمكانية الوصول من خلال المادة 9 للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللي أعطت بالخصوص أنه يجب معناها تهيئة المحيط وخاصة البنايات اللي تستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة ويكون مؤهلة لهم للعمل، وأيضا فيها عقوبات مادية كبيرة برشا، خاصة الباب العاشر 1476 ولا 1477 اللي توصل العقوبة ل100,000 دينار إذا تكون مؤسسة غير مهيئة وبها ممرات خاصة. هدايا ينجم نقول اللي هو يسهل عملية ولوج ووجود الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وحقهم في التشغيل. اللي ينقصنا نحن أن تطبيق التشريعات هذه داخل المؤسسات العمومية والخاصة وكيفية ملائمتها مع ما يتطابق من التشريعات، وهذه أنها مصدرة معناها نقول التشريعات هذه منذ 2006 معناها يتم تطبيقها، لكن في بعض الأحيان نلقوا بنايات جديدة تبنى وغير فيها المقاييس والمعايير الولوج والنفاذ. هذه من أهم التشريعات اللي تساعد الشخص ذوي الإعاقة ويجب توفيرها، وإذا كانها موجودة الشخص ذوي الإعاقة يكون مواطن معناها فاعل، عدم التمييز، وتكون عنده الحماية الاجتماعية والحماية العملية لإعطاء الحياة الكريمة. وشكرا. Bonjour à tous et à toutes. Je suis aujourd'hui parmi vous en tant que traductrice pour vous fournir une interprétation en français du discours de M. Yousri El-Mzeiti lors de ce webinaire. Commençons. M. Yousri a débuté par la présentation de l'organisation tunisienne des droits de personnes en situation de handicap, en évoquant l'article 54 de la Constitution de la République tunisienne 2022, qui dit « L'État protège les personnes en situation de handicap contre toute forme de discrimination et prend toutes les mesures nécessaires pour garantir leur pleine intégration dans la société.
Par la suite, il a bien mentionné le droit du travail des personnes handicapées en vertu de l'article 27 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, intitulé Travail et emploi, qui garantit aux personnes handicapées sur la base de l'égalité avec les autres le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouvert, favorisant ainsi l'inclusion et l'accessibilité aux personnes handicapées. Aussi, à cet égard, Monsieur Yousri a passé pour parler du communiqué sur l'obligation d'employer des personnes en situation de handicap du ministère des Affaires sociales, qui a invité les établissements et les institutions publiques et privées qui emploient généralement 100 personnes ou plus à allouer une proportion d'au moins 2% de leur poste de travail en faveur des personnes en situation de handicap, conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi numéro 41 de l'année 2016, modifiant la loi d'orientation numéro 83 de l'année 2005, relative à l'insertion et à la protection des personnes en situation de handicap. Ce communiqué nous mène donc à parler du décret numéro 542 de l'année 2019, relative à la régulation des programmes du Fonds national de l'emploi, ainsi que les conditions et les modalités dont bénéficier. Les demandeurs d'emploi en situation de handicap bénéficient, en plus des subventions mentionnées dans les paragraphes 1er et 2e de cet article, d'une allocation mensuelle supplémentaire de 50 dinars accordée par l'Agence nationale de l'emploi et du travail indépendant. Et pour finir, en ce qui concerne l'accessibilité, c'est l'article 9 qui a parlé des personnes handicapées et de leurs droits sur la base de l'égalité avec les autres à l'accès à tous les aspects de la société, y compris à l'environnement physique, au transport et aux services d'information, de communication et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public. Monsieur Yousri Mzeti a bien précisé qu'il y a les procédures et les lois qui garantissent le droit des personnes en situation de handicap à être actives dans la vie sociale, mais ce qui manque vraiment, c'est l'application des lois. Et merci. Merci Mariam. Voilà, c'est la présentation. Et à vous la parole, Monsieur Lati. Merci pour votre intervention. Si je serais juste un complément par rapport au dispositif réglementaire, vous avez évoqué les dispositions particulières à l'handicap, mais je rappelle que depuis 2018, il existe en Tunisie une loi consacrée à la RSE et qui oblige les entreprises donc, à allouer des dotations pour financer des programmes de RSE dans le cadre de projets de développement des compétences et de l'emploi. Et les personnes porteuses d'handicap sont directement concernées par ce type de projet. Je rappelle au passage qu'un comité de pilotage régional est prévu au niveau donc, des régions pour valider les projets présentés par les entreprises dans ce cadre-là, et qu'il y a un observatoire de la responsabilité sociale donc, qui est chargé du suivi des programmes et de l'examen des rapports qui sont donc présentés par les comités de pilotage régionaux. Il y a même un prix qui sanctionne donc les performances des entreprises à ce niveau-là, et même une plateforme électronique donc, pour gérer l'ensemble de cet écosystème. Voilà juste un rappel rapide pour compléter le cadre réglementaire. Nous passons à la deuxième intervention donc, de Madame Zeynep Benkadra, qui va donc nous parler de la place du handicap dans les différents référentiels de RSE. Alors, d'accord, donc je lance pour Madame Benkhadra, donc vu donc, des engagements à la dernière minute, alors elle a pris donc la peine de
d'enregistrer sa présentation et on va la partager là-dessus. Au niveau de la RSE et surtout de voir un petit peu une vue globale sur ce qui est prévu au niveau des normes internationales, que ce soit la norme ISO 26000, la norme de référence, les objectifs de développement durable ou encore les normes internationales. Et on va voir quelles sont les autres normes internationales qui couvrent ces sujets-là. Alors, je commencerai par me présenter brièvement. Donc, je suis Zineb El Khadra, je suis experte en durabilité, en RSE et en ESG. Je suis également formatrice GRI, donc Global Reporting Initiative pour le Maroc, et évaluatrice ISO 26000 engagée RSE pour la Flore. Je suis aussi experte en égalité professionnelle et animatrice de la fresque du climat. Voilà un petit peu pour mon parcours. J'ai à peu près une quinzaine d'années d'expérience dans tous ces sujets-là de RSE et ESG. Alors, comment on va aborder ce sujet de la diversité et de la RSE? Donc, au niveau de la structure de la RSE, donc on a toute la dimension environnementale, la dimension sociale, sociétale, la dimension économique. Et donc, on voit ici que la dimension de la diversité qui, elle inclut toute la thématique handicap. Donc, on la retrouve dans la partie responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. On va approfondir un peu plus ce sujet pour parler de qu'est-ce qui se cache derrière la diversité et comment le handicap est pris en charge au niveau des différentes thématiques RSE. Alors déjà, c'est quoi les différentes formes d'handicap? Parce qu'on va parler de l'handicap, on va parler de la diversité, mais il faudrait que d'abord qu'on comprenne c'est quoi les différentes formes de l'handicap. Donc, on a d'abord les troubles de santé invalidants. Donc, c'est monsieur tout le monde qui pourrait avoir ce genre de troubles et on les retrouve dans toutes les entreprises, sauf qu'aujourd'hui, on ne les prend pas forcément en considération au niveau de l'analyse de l'handicap, mais donc des sujets liés là, par exemple, aux hernies, à l'épilepsie, au cancer, tout ça. Donc, ce sont des formes d'handicap. Il y a l'handicap psychique et neurologique. Donc des dépressions, des phobies, des anorexies, des schizophrénies. L'handicap physique qu'on connaît tous, parce que rapidement, dès lors qu'on parle d'handicap, on oriente rapidement dans le physique, alors que ça ne constitue qu'un faible pourcentage de ce qu'on rencontre réellement dans les handicaps. Il y a les déficiences intellectuelles, des retards mentaux, des trisomies, des problèmes de réflexion et de conceptualisation, et encore des handicaps sensoriels, et là où on a les problèmes de malvoyance, de surdité, des acouphènes, des anosmies. Donc, tout ça, ce sont des sujets qui sont portés au niveau de l'handicap. Et donc là, on va rentrer un peu plus en détail dans ce qu'on entend parler de diversité, inclusion des personnes en situation de handicap dans les entreprises. Le petit schéma, il est assez décalé et en même temps assez impactant parce qu'on parle d'emploi et d'handicap. Et donc, le patron qui dit je ne sais pas si notre entreprise pourrait s'adapter à l'handicap. Puis la personne en face qui dit bah, si on échange notre fauteuil, vous trouverez vite une solution parce qu'effectivement, du moment qu'on se porte bien, on pense moins aux personnes en situation de handicap qui sont des personnes en situation vulnérable. Et donc, la RSE prend le sujet très au sérieux dans toutes les normes et dans tous les référentiels, parce qu'effectivement, c'est une population vulnérable et que l'entreprise devrait prendre en considération. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, l'ISO 26000? Donc, on parle de personnes en situation de handicap qui sont souvent vulnérables en partie en raison d'une perception erronée de leurs compétences ou de leur attitude. Et donc, il convient à ce que les organisations contribuent à assurer ce que l'on accorde aux hommes et aux femmes en situation de handicap. Dignité, autonomie, pleine participation à la société. Et il convient à ce que le principe de non-discrimination soit respecté. Et il est recommandé aux organisations de prendre des dispositions raisonnables en matière d'accessibilité aux locaux. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet au niveau de l'ISO 26000, c'est de pouvoir mener des actions positives pour assurer la protection et la promotion des groupes vulnérables au sein de l'entreprise et inclure la création de postes de travail destinés aux personnes en situation de handicap. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on se dit, voilà, on n'a pas reçu de CV dans l'entreprise de personnes en situation de handicap qu'on ne va pas recruter. Donc là, il faut vraiment créer des postes pour se dire, voilà, en fonction de postes, est-ce que les conditions peuvent être adéquates? Si elles ne le sont pas, est-ce qu'elles peuvent l'être? Et donc de pouvoir programmer, d'aborder ce domaine d'action, de comment promouvoir l'emploi des jeunes et des seniors
des personnes en situation de handicap et de pouvoir promouvoir l'égalité des opportunités au niveau de l'emploi. Alors, le troisième sujet, c'est de pouvoir traiter les spécificités de risques de santé et sécurité au travail en tenant compte des cas particuliers, notamment les personnes en situation de handicap. Parce que très souvent aussi, quand on fait des missions d'audit ou d'accompagnement ou d'évaluation au niveau des entreprises sur ces sujets-là, on va trouver que toutes les dimensions santé, sécurité, travail ont été bien prises en compte, sauf qu'on n'a pris en aucun cas, tous ces sujets, les cas particuliers liés à cette population vulnérable, notamment les personnes souffrant d'un handicap. Alors, la deuxième partie, donc, c'est le Pacte mondial des Nations. Casablanca, en tout cas pour le Maroc, il est aussi sur d'autres pays, qui permet, donc la Tunisie, il y a un bureau aussi, donc le Maroc, qui permet justement de pouvoir engager les entreprises et qu'elles puissent prendre des engagements sur un certain nombre de thématiques et de pouvoir faire des divulgations sur les actions qu'elles ont entreprises. Et donc, elles communiquent sur le progrès qu'elles ont réalisé de manière annuelle et adoptent des bonnes pratiques sur différents sujets. Alors, sur le Pacte mondial des Nations Unies, le sujet de l'handicap et de la population vulnérable, il est prévu dans deux endroits. Donc, il y a les sujets de droits de l'homme, donc le principe 1 du Global Compact, c'est les entreprises qui sont invitées à promouvoir, à respecter la protection des droits internationaux relatifs aux droits de l'homme. Et donc, forcément, quand on va creuser dans les droits internationaux relatifs aux droits de l'homme, ben, forcément, on va retrouver tous les sujets liés à la prise en compte des personnes en situation de handicap. Et dans le principe 6 lié au travail, donc les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toute discrimination en matière d'emploi et de profession. Et donc forcément, qui parle de non-discrimination, parle des personnes en situation vulnérable et donc de personnes en situation de handicap. Donc voilà au niveau du Global Compact comment c'est prévu. Alors après, vous avez les normes comme le Global Reporting Initiative. Donc, le Global Reporting Initiative, ce sont des outils de reporting qui sont aujourd'hui, qui font l'objet des rapports de durabilité, qui sont utilisés par des centaines et des milliers d'entreprises à l'international. Et aujourd'hui, on a la version 2021 de la GRI qui reprend un certain nombre de thématiques. Donc, vous allez voir que les normes sont en trois familles. Donc, vous avez les normes universelles, Universal Standard, vous avez les normes sectorielles de GRI et vous avez les topics standards, ça veut dire thématiques. Et on va retrouver ce sujet dans les sujets thématiques, dans les normes thématiques et notamment dans les groupes vulnérables. Dans les groupes vulnérables, et ici on va voir une clarification de ce que c'est que d'abord les groupes vulnérables. Donc les groupes vulnérables peuvent être notamment des enfants, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les anciens combattants et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, les réfugiés, bon, ainsi de suite, les VIH, ainsi de suite, et les peuples autochtones, les minorités ethniques. Donc d'abord, on explique ce que c'est que les groupes vulnérables au niveau des normes. Ensuite, on explique comment il faudrait prendre en compte ces sujets au niveau du reporting de durabilité. C'est-à-dire dans les entreprises qui font une communication extra-financière, et on invite vivement les entreprises à adopter ces pratiques-là, donc les communications financières, mais également extra-financières sur la durabilité. Donc, on a des indicateurs de diversité qui sont prévus. Et donc, dans les indicateurs de diversité, on communique sur l'ascendance, l'origine ethnique, la citoyenneté, les professions religieuses, l'handicap et le genre. Alors, vous allez avoir aussi au niveau du GRI, pardon, donc vous avez tous les sujets de la matérialité, de comment on fait justement l'analyse de matérialité. Et on parle du rapport doit couvrir les enjeux qui reflètent les impacts économiques, environnementaux, sociaux et qui influencent considérablement l'évaluation et les décisions des parties prenantes. Forcément, quand on va parler des intérêts des parties prenantes, quand on va les interviewer, quand on va faire la structuration du dialogue avec les parties prenantes pour pouvoir faire notre analyse de matérialité, ben forcément, les groupes vulnérables font partie de ces parties prenantes qu'il faudrait questionner sur les enjeux les plus pertinents pour qu'on puisse les prendre en considération au niveau de la stratégie de l'organisation. Et donc là, on parle des enjeux économiques, sociaux, environnementaux, plus largement exprimés par les parties prenantes, telles que les travailleurs, qui ne sont pas des employés, des fournisseurs, les communautés locales et les groupes vulnérables. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je n'ai pas de groupe vulnérable dans l'organisation que je ne vais pas interviewer ces groupes vulnérables. Il faut que j'aille les chercher parce que c'est une partie prenante de l'organisation. Et justement, en faisant cette activité-là, c'est là qu'on va faire une vraie analyse de matérialité pour faire valoir
quelles sont les attentes de ces parties prenantes, la priorité de ces sujets-là et leur importance. Alors, au niveau des normes thématiques, donc vous avez également des sujets liés à la diversité des organes de gouvernance et des employés. Et donc, on a ici les pourcentages d'individus. Donc, on doit reporter, donc, en termes de rapport RSE, on doit rapporter toutes les informations liées au pourcentage d'individus présents dans les organes de gouvernance par catégorie de diversité. Et donc, la diversité intègre, comme on a dit tout à l'heure, les groupes vulnérables. Et également les pourcentages d'employés par catégorie professionnelle et encore une fois, par catégorie de diversité. Et le cas échéant, donc des indicateurs tels que les minorités de groupes vulnérables, quand c'est possible de pouvoir communiquer sur ça. Ça, c'est important. Ça fait partie des sujets exigés par la 405.1. Après, vous avez les éléments d'information sur la 406.1, cas de discrimination et les mesures correctives prises. Ça veut dire l'organisation doit communiquer ces informations-là. Donc, on dit bien elle doit communiquer, pas elle peut, elle doit communiquer. Et le nombre total de cas de discrimination au cours de la période de reporting. Ça veut dire est-ce qu'il y a eu des cas de discrimination qui ont été remontés au niveau des différents départements. Ça veut dire l'entreprise doit anticiper ça au niveau de son organisation et créer un canal de collecte d'informations je dirais, pour attraper l'information ou de collecte d'informations pour pouvoir s'assurer est-ce qu'il y a eu des retours sur la discrimination de ces populations vulnérables qu'elle doit remonter au niveau de son reporting. Donc, comment ça a été examiné, les compensations qui sont mises en œuvre, les plans de compensation et les résultats qui ont été examinés, et enfin, les cas ne faisant plus d'objet de mesure, et donc forcément, qu'est-ce qui a été réalisé. Donc, c'est un peu les sujets de grief. Après, nous avons également les normes de performance de la SCFI sur les sujets de diversité et d'handicap. Donc, au niveau de la norme de performance 2 sur la main-d'œuvre et les conditions de travail, vous avez comme objectif de promouvoir le traitement équitable, la non-discrimination et l'égalité des chances des travailleurs. Et donc, forcément, comment ça a été déployé au niveau de la norme de performance 2? Donc, on parle dans l'article 12, lorsque les services d'hébergement sont fournis aux travailleurs. Donc, ça, c'est très important. Donc, c'est vraiment bien précis. Dans le cas de mise à disposition des services d'hébergement, il faudrait qu'on prenne en considération aussi les populations vulnérables et de ne pas faire de discrimination et d'assurer l'égalité des chances, quelle que soit la population. Donc là, les services d'hébergement sont fournis d'une manière conforme au principe de non-discrimination. Donc, si on a des personnes en situation de handicap, il faudrait analyser leur handicap et le prendre en considération pour pouvoir assurer un logement ou un hébergement dans ces conditions-là. Alors, après, on a la non-discrimination et l'égalité des chances. Donc, c'est l'article 15, où les principes de la non-discrimination s'appliquent. Notamment quand on précise ce que c'est exactement, ben forcément c'est pour lier à des origines ethniques, la religion, la croyance et l'handicap. Alors, après on a, sur le dernier sujet sur les normes de performance, on parle que si dans le pays où le droit national contient des dispositions relatives à la non-discrimination en matière d'emploi, l'entreprise respectera le droit national. Donc, s'il y a des dispositifs liés à l'handicap, il faudrait respecter la réglementation locale. Si le droit national du pays il est silencieux sur ces sujets-là, il n'y a rien par rapport à ce sujet de l'handicap, notamment qui est le sujet d'aujourd'hui sur la non-discrimination en matière d'emploi, le client doit se conformer aux normes de performance, notamment la norme de performance 02. Et lorsque le droit national n'est pas compatible avec la présente norme de performance, ben, l'objectif, c'est de pouvoir mener des activités conformément à l'intention du paragraphe 15, c'est celui-là qu'on vient de voir tout de suite, sur la non-discrimination et l'égalité des chances, et de pouvoir contrevenir aux lois en vigueur, sans contrevenir, aux lois en vigueur. Donc ça, c'est important à prendre en considération pour les entreprises qui appliquent les normes de performance de la SCFI. Alors, sur la charte de la CGE, au niveau du Maroc, donc les sujets de handicap sont pris en compte au niveau des droits de l'homme pour prévenir toute forme de discrimination et promouvoir l'égalité des chances et de favoriser la diversité, notamment en faveur des catégories vulnérables,
sous-représentés dans les personnes en situation de handicap. Donc, c'est clairement défini au niveau de la charte sur le sujet des droits de l'homme. Également, donc on va voir au niveau du point 4, assurer la non-discrimination, promouvoir l'égalité des chances et des traitements en faveur des catégories vulnérables, notamment des personnes en situation de handicap. Et donc là, qu'est-ce qui est recommandé à être audité? Donc, est-ce que l'entreprise a formalisé son engagement en faveur de la non-discrimination et de la promotion de l'égalité des chances et en faveur des personnes en situation de handicap, donc des PSH? Est-ce que cet engagement, il fait référence aux textes internationaux et la réadaptation professionnelle de l'emploi des personnes en situation de handicap? Et comment se passe le recrutement des personnes en situation de handicap avec tous les sous-sujets, les stéréotypes, les sensibilisations, les partenariats avec des associations éventuelles, le recrutement pour donner des chances aux PSH, recruter à compétences égales et de favoriser les PSH pour qu'ils soient un peu plus favorisés et de pouvoir reporter sur les indicateurs de personnes en situation de handicap. Alors également, l'entreprise a-t-elle identifié des postes possibles à pourvoir pour des personnes en situation de handicap? Donc, il faudrait réfléchir avec le médecin de travail sur ce sujet-là et avec les associations qui sont spécialisées, comme ACHI. Le matériel de travail pourrait être adapté en fonction de type de handicap. Donc, réfléchir au poste de travail. Est-ce que la personne victime d'accident de travail ayant un handicap a été redéployée dans les conditions respectueuses de sa dignité? Et est-ce que les PSH présentes sont-elles identifiées parmi les effectifs? Donc là, en termes de reporting aussi, y compris les maladies chroniques dans un stade avancé, comme on avait parlé tout à l'heure, par exemple des cancers, des forts diabètes, ainsi de suite, et qui sont considérées comme des personnes en situation de handicap. Alors, sur la label engagé RSE de la FNOR, donc moi, je suis évaluatrice RSE sur l'engagé RSE de la FNOR. Et donc, on retrouve différents ODD aussi qui prennent en considération ces sujets-là et qui prennent en considération les groupes vulnérables. Et on va voir de manière plus poussée, donc au niveau de la structure du label engagé RSE, vous avez un certain nombre de thématiques qui sont évaluées sous forme de PDCA à travers la vision, le terme RSE de gouvernance, l'intégration de la RSE et la communication, la partie RH et conditions de travail, donc on va beaucoup zoomer sur cette partie-là, les modes de production, consommation durable et l'ancrage territorial. Donc là, vous avez 500 points sur ces sujets et vous avez 500 points sur les résultats. Donc les résultats économiques, les résultats sociaux et les résultats environnementaux. Donc on va zoomer sur les RH, relations, conditions de travail et les résultats sociaux et bien sûr l'ancrage territorial qui peut aussi reprendre des sujets liés à les personnes en situation de handicap. Donc, qu'est-ce qui est prévu dans le 3.4 du référentiel? Égalité, diversité et inclusion des groupes vulnérables. Donc, il y a des indicateurs. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y a des scores en termes d'évaluation pour les entreprises qui ont adopté ce genre d'évaluation internationale sur le nombre de salariés relevant de publics prioritaires et notamment les personnes en situation de handicap. Et la part des catégories dans l'effectif total, dans la pyramide des âges, la répartition des hommes, des femmes et des personnes en situation de handicap. Donc, on voit que l'ensemble des référentiels, finalement, ils convergent beaucoup sur ces sujets-là. Et à des degrés différents, vous allez voir le niveau de profondeur de la prise en charge de ces sujets de handicap au niveau des différents référentiels. Et enfin, au niveau de l'ONU, donc vous allez voir des conventions sur la protection des droits des personnes pouvant subir des impacts du travail de l'organisation. Ici, vous allez pouvoir télécharger aussi des conventions relatives aux droits des personnes handicapées que vous pourrez consulter à tête reposée. Voilà, donc j'espère que cette deuxième partie, cette deuxième intervention a permis de clarifier justement cette relation entre la RSE et comment sont pris en compte tous ces sujets-là de l'handicap et de l'inclusion dans l'entreprise et de ces sujets de non-discrimination au niveau de l'organisation. Ils sont pris en compte au niveau de l'organisation en termes de méthode et en termes de reporting et comment ils peuvent aussi être pris en compte au niveau des dialogues avec les parties prenantes et la transparence de l'organisation en matière de communication extra-financière. Merci beaucoup, Madame Zeynep. Alors, vous nous avez parlé des différentes formes d'handicap. On a bien noté que sur le plan des statistiques, quasiment la moitié donc, des causes sont des troubles de santé invalidantes.
Vous nous avez parlé du pacte mondial sur le handicap, les engagements des entreprises par rapport aux droits de l'homme, envie de l'élimination des discriminations des personnes en situation d'handicap. Vous nous avez rappelé les outils de reporting, notamment les normes universelles, sectorielles et thématiques. Vous avez insisté donc sur les groupes vulnérables en les définissant. Vous nous avez parlé des organes de gouvernance, donc des normes de performance et du label. Merci beaucoup. Je signale que les personnes qui nous suivent donc, réclament la réception des documents qui ont servi dans ce panel. Bien entendu, les livrables disponibles leur seront communiqués, bien évidemment. Alors, nous passons maintenant à la troisième et dernière intervention de Madame Ebtissem Awadi, qui est consultante, je rappelle, en RSE et en droit et en développement durable, et qui est membre du bureau exécutif du Connect. Connect, je le rappelle, qui est le syndicat des entrepreneurs et qui a la spécificité d'encadrer les entreprises à vocation citoyenne. Alors, à vous, Madame Ebtissem Awadi. Bonjour à tous, merci pour cette invitation et je commence par partager avec vous l'écran. Donc, voilà. J'espère que vous êtes en train de voir. Oui, très bien. Parfaitement. Donc, par contre, c'est moi qui ne vois pas. Donc, très, très bien. Donc, je me présente. Je suis Awadi Ebtissem, consultante en responsabilité sociétale des entreprises et développement durable. Je fais partie aussi du bureau exécutif de la Confédération nationale des entreprises citoyennes de Bizerte et aussi un des acteurs de la FNAC, la Fédération nationale des acteurs de l'adaptation au changement climatique. Et donc, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Madame Zeynab, elle a bien expliqué l'importance de l'handicap dans les normes sociales. Et je vais juste parler dans le contexte tunisien. Alors, il faut commencer par savoir qu'en Tunisie, dans les dernières statistiques, on a 2% d'estimation du nombre des porteurs d'handicap en Tunisie. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Oui, D'accord, parce que parfaitement. j'arrive pas à faire passer la... Je vais arrêter le partage et partager entièrement l'écran. Voilà. Donc, il faut savoir qu'en Tunisie, quand on met en place des systèmes de responsabilité sociétale dans les entreprises, pour nous, c'est le médecin qui tranche. Donc, on sait que Madame Zeynab a déjà mentionné qu'il y a plusieurs typologies d'handicap. Mais pour nous, quand on met le système pour nous, il doit y avoir un certificat. Donc, en arabe, le certificat LIHOA, c'est un porteur d'handicap qui est délivré par un médecin accrédité par l'État. Donc, pourquoi on parle de la norme ISO 26000 malgré qu'on est en train de mettre plusieurs autres systèmes comme les audits META, les audits WCA, comme le label RSE, mais en général, tout ça se résume dans les lignes directrices de l'ISO 26000 qui, au passage, n'est pas une norme certifiable.
Donc, dans la norme 26 000, on parle dans la question centrale de gouvernance, domaine d'action 5, de la discrimination et groupes vulnérables. Donc, elle a déjà, Madame Zainab a expliqué dans la norme 26 000 qu'on parle de l'exclusion ou une préférence qui a pour effet d'annihiler toute égalité des chances ou de traitement qui est sous-tendu par un raisonnement fondé sur les préjudices plutôt que sur les motifs légitimes. Et aussi, elle parle du fait que les personnes en situation de handicap sont souvent vulnérables, en partie en raison d'une perception erronée de leurs compétences et de leurs aptitudes. Il convient que les organisations contribuent à assurer que l'on accorde aux hommes et aux femmes en situation de handicap dignité, autonomie et pleine participation à la société. Il convient que le principe de non-discrimination soit respecté et il est recommandé aux organisations de prendre des dispositions raisonnables en matière d'accessibilité aux locaux de la station. Donc, nous, on prend ces exigences et aussi avec les exigences réglementaires en Tunisie pour mettre en place notre système de responsabilité sociétale ou auditer une société. Donc, la norme nous donne de façon explicite pourquoi les personnes en situation de handicap sont considérées comme vulnérables et l'ensemble des exigences à respecter pour garantir leur inclusion dans les organisations. Donc, puisque la norme nous renvoie directement aux lois en vigueur en Tunisie, il faut savoir que selon le chapitre 45 de la Constitution tunisienne, la protection des personnes portant un handicap de tout type d'exclusion ainsi que la prise de mesures nécessaires à leur inclusion totale est un droit constitutionnel. Donc, c'est un droit qui est mawjoud fi la Constitution tunisienne. Aussi, dans la loi du travail, selon la loi numéro 83 de 2002 et elle a été revue en 2006, les exigences, on doit les retrouver dans le système responsable, le processus GRH des entreprises. Et les si donc vous avez un effectif compris entre 50 et 99 employés, vous devez impérativement avoir handicap parmi votre effectif. Si vous avez plus que ça, c'est-à-dire à partir de 100 et plus, on doit avoir 2% de l'effectif porteur d'handicap. Donc, comment nous, en tant que consultants, on met en place ce système ce système de responsabilité sociétale? Donc, on doit, je ne vais pas parler là du système documentaire parce qu'il y a un autre travail à faire, mais là, on est en train de parler sur les dispositifs qu'on va mettre. Donc, on doit veiller à ce qu'on a une politique anti-discrimination citant explicitement chaque groupe vulnérable pouvant faire partie de la sphère d'influence de la société, y compris les porteurs d'handicap. Aussi, on doit mettre en place une procédure décrivant les dispositifs mis en œuvre par l'entreprise pour garantir leur inclusion, évitant leur discrimination, que ce soit à l'embauche, les rémunérations ou la prise en compte de tous leurs droits stipulés dans la loi du travail et les conventions sectorielles exactement et à part égale comme le reste du personnel, la prise en compte des lois en des handicapés, un handicapé et un porteur d'handicap, pardon, si l'effectif est entre 99 et moins, et la mise en place des accommodations nécessaires à leur accès aux locaux et à l'exécution de leur travail. Par contre, sur terrain, on retrouve plusieurs obstacles et des contraintes. On ne peut pas mettre en place un système de responsabilité sociétale conforme aux lois en vigueur et aux exigences des normes RSE. Contrainte, et à l'infrastructure des établissements industriels. Il faut savoir que ça a pour commencer, si on a une société qui a un effectif de 100,
ou 200. Donc, 2%, ça va être entre 2 ou 4 personnes. Donc, زوز ولا أربعة من الناس, ça va pas faire de... Pardon? Non, c'est pas vous. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Merci de garder votre micro désactivé, s'il vous plaît. D'accord. Donc, comme je viens de dire, si l'effectif de la société est entre, par exemple, 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, 2%, c'est pas contraignant. Mais si vous avez une société qui a un effectif de 1000 ou c'est une grande société de 2000 personnes, donc de retrouver 20 à 40 porteurs d'handicap capables d'effectuer un travail, ça va devenir, là c'est vraiment contraignant et même au niveau des audits, on retrouve du mal on doit noter ça comme un écart, mais en même temps, on peut pas vraiment dire que la société n'a pas effectué sa part dans son engagement. Aussi, pour le coût de réaménagement, parce qu'il faut savoir que même je viens de voir des zones industrielles en cours de construction qui ne prennent pas en considération les mesures nécessaires pour permettre l'accès aux porteurs d'handicap. Donc, les sociétés, quand elles vont décider d'entamer une démarche en faveur des porteurs d'handicap, ils vont avoir un grand coût de réaménagement pour assurer les accès. Et aussi, il faut savoir qu'il y a, à part les accès, il y a un circuit d'évacuation qui doit être mis en place en adéquation avec les porteurs d'handicap qui travaillent au sein de l'organisme. Aussi, il faut savoir que les entreprises, ce sont après tout des organismes à caractère lucratif. Donc, il faut avoir aussi des porteurs d'handicap qui sont capables d'effectuer un travail, d'être rentables et d'apporter un plus aux entreprises, ce qui nous renvoie à un manque d'inclusion des handicapés dans le système éducatif qui n'ont pas accès à part égale dans le système éducatif en Tunisie. Il y a aussi les contraintes pour certains types d'handicap parce que même si une société retrouve un porteur d'handicap ou des porteurs d'handicap qui sont bien formés et qui sont adéquats pour le type de travail effectué, et aussi qu'ils ont investi dans le réaménagement pour avoir l'accès à l'établissement et à leur fonctionnement convenable au sein dans leurs tâches de travail. Il y a aussi des contraintes technologiques pour certains types de handicaps, comme par exemple les malvoyants ou les personnes qui ont besoin d'une certaine technologie sonore, pour ceux aussi qui ont des handicaps motrices, surtout le système nerveux, qui peuvent accéder au marché du travail, mais dont la technologie est vraiment inaccessible de point de vue coût et même qui n'existe pas en Tunisie. Donc, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à M. Lotfi. Merci, au revoir. Merci, Madame Ebtissem, pour votre intervention. Alors, vous nous avez rappelé les procédures décrivant les dispositifs mis en œuvre par l'entreprise, les contraintes de terrain, notamment les infrastructures des établissements industriels qui ne répondent pas donc à l'attente des personnes porteuses d'handicap, le manque d'inclusion des handicapés dans le secteur éducatif, on a bien noté cela, et les contraintes technologiques pour certains types d'handicap. Merci beaucoup. Donc, nous arrivons au terme des 3 communications aux questions posées. Il y a une première question à l'attention de Monsieur Yosseli. Alors, est-ce que l'article relatif au
au recrutement des handicapés est respecté en Tunisie? Madame Ebtissem venez de nous rappeler les pourcentages prévus par la réglementation. Dans les faits, qu'en est-il, Monsieur Yosseli? OK. rebonjour. بالنسبة للقانون 2% في تونس، الفترة الأخيرة بعد بلاغ وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي في سبتمبر 2023 اللي خلى معناها المؤسسات الخاصة معناها تسرع في تطبيق القانون هذايا، وعندنا عديد المؤسسات الخاصة اللي اتصلت بنا كمنظمة، وبخلاف ما اتصلوا بالإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية وتفقدية الشغل اللي قامت بدور كبير ياسر لأول مرة هذا يصير بعد الثورة، أنه فما مراقبة تفعيل تطبيق قانون 2% داخل المؤسسات الخاصة، وهذا قاعد توا يتطبق ويتفاعل في الترواموال الأخراني. عندنا حتى الأعداد اللي معناها نسبة كبيرة برشا فأشخاص ذوي الإعاقة تم انتدابهم في المؤسسات الخاصة، لكن هناك بعض المؤسسات مازالت خايفة تقول لك أنا ندخل شخص ذوي الإعاقة كيفاش باش نعمل معاه، خاطر شي برشا ناس مش عارفة الأشخاص ذوي الإعاقة أنهم قادرين على العمل. داخل المؤسسة العمومية مازال عديد الإشكاليات ومازال عديد الانتهاكات، نقولها أنه فما استغلال للأشخاص ذوي الإعاقة، ساعات يعملوا ستاج ب5 و6 سنين وإلى حد هذه الساعة مازالوا موجودين في المؤسسات وما يتمش انتدابهم. فهذا حتى معناها قاعدين نحن نعملوا في مناصرة من أجل إدماجهم في المؤسسات العمومية. Donc, en ce qui concerne 2% de l'employabilité des personnes en situation de handicap dans les entreprises dans les entreprises publiques ou bien privées, après le communiqué du ministre des Affaires sociales, il y a plusieurs d'entreprises qui ont même collaboré avec l'Organisation tunisienne de défense des personnes en situation de handicap pour recruter des personnes handicapées. Mais quand même, il y a des craintes et des peurs par rapport à la capacité des personnes ayant un handicap en ce qui concerne leur recrutement au sein de ces entreprises. S'il n'y a pas d'autres questions, je rappelle qu'il y a une grande insistance pour que les documents soient socialisés, hein, soient communiqués, mis à la disposition des personnes qui ont suivi ce panel. Je tiens à remercier dans l'ordre M. Yosseli Mzati et Mme Zeynep Ben Khadra et Mme Ebtissem Awadi pour la qualité de leur intervention, la richesse donc des informations et des réflexions et des pistes qu'elles ont entrevoient, qui nous ont proposé, pardon, pour la poursuite donc, de la réflexion par rapport au panel suivant. Voilà, s'il n'y a pas d'autres interventions, s'il n'y a pas d'autres recommandations, nous pourrions clôturer ce panel. Alors, apparemment, merci beaucoup, Monsieur Lotfi, pour votre animation de ce webinaire. Donc, je vois ici donc une question de Monsieur Abdelaziz. Donc, y a-t-il des centres de formation qui se chargent de la réadaptation des personnes en situation de handicap à la vie professionnelle? Donc, il n'est pas précisé à qui il s'adresse
la question peut-être voir les différents avis donc, de Monsieur Yousri et Madame Tissem. En fait, bon, la question, je ne peux pas répondre dessus. Je sais qu'il y en a. Ce n'est pas dans mon domaine d'expertise. Nous, on fait appel aux associations pour nous fournir la liste des porteurs d'handicap capables d'être insérés dans les lieux de travail. Je sais qu'il y en a, mais je ne peux pas répondre spécifiquement sur quelle organisation où elles sont situées en Tunisie. Monsieur Yousri, pour vous, est-ce que vous pouvez ajouter donc ou bien éclaircir par rapport à cette question? بالنسبة للمنظمات نجم نقول لك منظمات الحقوقية في تونس او بي هاش ما فماش برشا رئيسك يمكن ديباس با توا مي لو سول ناسيونال هي لو دي دي بي هاش. بالنسبة الدولة هي معناها المسؤولة رقم واحد على l'intégration et l'inclusion des personnes handicapées. البقية مراكز مختصة فوق 300 مركز مختص كل واحد حسب نوع الإعاقة متاعه للتكوين والتعليم والرياضة والثقافة حتى إلى سن 30 سنة ومن بعد يتم معناها خروجه من المراكز المختصة. Donc, Monsieur Yousri Mzeti a mentionné que c'est l'État le premier responsable de l'enjeu du handicap et notre organisation, l'ODDPH, l'Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées, c'est la seule organisation nationale qui prend en charge aussi cet enjeu. Sinon, il y a maximum 3 OPH dans la Tunisie et plus de 300 centres spécialisés des différents types de handicap qui sont répartis sur toute la Tunisie. Bien, merci pour les réponses. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut Si tu permets, conclure monsieur, ce avant cycle de de formation. conclure. Pardon? Oui, Monsieur Lotfi, si vous Oui. permettez, donc il est avec nous Monsieur Abdel Nasser, qui est donc représentant et chargé du bureau HI au niveau de Tunisie, qui veut prendre la parole pour ajouter d'autres commentaires, si vous permettez de lui donner la parole. Donc, à Monsieur Abdel Nasser. Mais bien sûr, mais bien sûr. Donc, merci infiniment. Bonjour toutes et tous et merci infiniment à Handy, nos partenaires à CEDISMIR et à la CPED pour l'organisation de ce webinaire. Juste pour répondre, c'est Abdelaziz, relative à tout ce qui est relatif à la formation des personnes handicapées. En fait, en Tunisie, il y a cette quota décrétée par la loi de au moins de 3% annuellement que chaque centre de formation professionnelle le quota d'inclure des personnes handicapées, de former professionnellement des personnes handicapées. Entre autres, il y a pour tout ce qui est relatif à l'adaptation, il y a le centre de réadaptation professionnelle
que ce soit des personnes handicapées ou des personnes accidentées de vie, qui existent en Tunisie afin de favoriser cette réinsertion et réinclusion des personnes handicapées dans la vie professionnelle. Entre autres, il y a ces mécanismes-là de compensation, tout ce qui est relatif aussi à la prise en charge des personnes handicapées sur le plan de santé. Il y a des multitudes de mécanismes à ce niveau-là. Certes, ces mécanismes restent à améliorer, restent à vulgariser, restent à appuyer, mais il y a actuellement ces dispositifs-là qui favorisent une sorte de réadaptation, qui favorisent tout ce qui est relatif à la formation des personnes handicapées. Bon, ce qui reste tributaire de la volonté politique dans tous nos pays, hein, et reste tributaire de la sensibilité des stakeholders de ces enjeux-là d'employabilité des personnes handicapées. Certes, qu'il y a cette dimension de l'RSE, aujourd'hui, si on parle de l'RSE au sein de l'handicap, parce que ça représente un levier d'employabilité des personnes handicapées sur ces volets sociaux, mais on sait tous que ça englobe le handicap, ça englobe toutes les dimensions socio-économiques, socio-politiques, culturelles, à tout et à travers, afin de favoriser cette dimension d'inclusion. Mais juste pour conclure, effectivement, Abdelaziz, ça existe. On les trouve absolument suite à un cheminement de réorientation qui se fait dès qu'il y a qu'un accident ou de besoin de réadaptation et de rééducation et d'orientation. Ça se fait via les services sociaux à l'échelle locale, via les unités locales de promotion sociale et de la part de l'unité locale de promotion sociale. Vous pouvez s'orienter soit ils peuvent vous orienter soit vers sur tout ce qui est relatif à service de réadaptation, services de formation professionnelle, ou soit vers l'orientation vers les services de l'emploi afin de favoriser cette insertion socio-économique ou cet enjeu d'employabilité des personnes handicapées. Donc voilà. Merci encore une fois et bonne continuation. Merci, Monsieur Abdelnader. Madame Hind, je vous laisse le mot de la fin. Merci infiniment, Lotfi. Donc, au nom de RSE et PED, au nom des participants, je vous remercie infiniment pour cette animation. Donc, je remercie également nos intervenants et intervenantes pour la qualité de leur présentation et leur générosité pour éclaircir davantage cette thématique. Alors, donc, sans tarder, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine avec, c'est pas le 19 janvier, pardon, donc la semaine prochaine, donc le 29 février, donc pour un nouveau webinaire sur les achats responsables et le devoir de vigilance. Donc, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer et donc de partager avec nous ces échanges et contribuer à la prise en conscience sur ces thématiques. Donc, je vous remercie infiniment. Donc, merci pour votre patience, votre et du coup, on se dit très belle journée et au jeudi prochain, 20 février, avec un nouveau webinaire sur la thématique des achats responsables et le devoir de vigilance. Alors, pour les personnes qui ont demandé les enregistrements, oui, les enregistrements seront par la suite mis en ligne sur la page Facebook et YouTube. Donc, et par la suite, vous allez recevoir donc une notification dans ce sens dans votre email. Et voilà, donc, et je conclus par remercier infiniment notre partenaire Cdismir
pour donc l'organisation de ce webinaire et aussi Madame Samar qui a assuré la traduction en langue de signes pour ce webinaire pour plus d'accessibilité. Merci infiniment et à la prochaine.